Madrid, printemps 1941. Un Espagnol entre à l'ambassade d'Allemagne et change le cours de la Seconde Guerre mondiale. Il dit s'appeler Lopez. Mais c'est un mensonge. Il dit vouloir espionner pour l'Allemagne. C'est un autre mensonge. Mais les services secrets allemands le croient. Cet homme cache merveilleusement bien son jeu. Il va tisser une toile de mensonges qui dupera même Hitler et qui permettra de mettre l'Allemagne nazie à genoux. Il s'agit d'un espion britannique. Son réseau d'agents secrets est une pure invention issue de son imagination fertile. Le jour du débarquement, ces mensonges inciteront les Allemands à maintenir 350 000 soldats allemands loin de la Normandie afin de faire face à un assaut imaginaire des Alliés. Voici l'histoire d'un menteur invétéré, d'un comédien hors pair, d'un agent double remarquable. L'espion qui a sauvé le jour J, l'agent Garbeau. Juan Pujol Garcia naît à Barcelone en 1912. Il est élevé dans une famille aisée et libérale. Sa vie est toute tracée. Il reprendra l'élevage de poulets de ses parents. Mais en 1936, la guerre civile éclate en Espagne. Âgé de 24 ans, Juan Pujol déteste l'extrémisme et échappe durant 2 ans au service militaire en utilisant de faux papiers. Puis il fait volte-face en se portant volontaire dans l'armée républicaine. Il risque sa vie face à l'armée fasciste du général Franco. En 1939, Franco sort vainqueur de la guerre. Il prend le pouvoir et installe une dictature en Espagne. Le jeune Pujol s'est battu dans les 2 camps durant la guerre civile, ce qui marquera ses engagements futurs. Au même moment, un autre dictateur affirme son pouvoir, Adolf Hitler. Le 1er septembre 1939, les troupes nazies envahissent la Pologne. 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Marié et gérant d'un petit hôtel, Juan Pujol observe les événements avec désarroi. En se référant à ce qu'il avait lui-même vécu durant la guerre civile espagnole et en constatant ce qui se passait ailleurs en Europe, il était profondément convaincu que c'était la fin de la civilisation. En mai 1940, les Allemands lancent une guerre éclair dans le nord de la France, repoussant les Britanniques dans leur île. Pujol craint que l'Angleterre libérale et démocratique soit écrasée par l'avancée implacable des fascistes en Europe. La seule puissance à même de s'opposer aux Allemands, c'était la Grande-Bretagne. Juan Pujol est devenu anglophile parce que les Britanniques étaient les seuls qui partageaient les mêmes idées politiques que lui. Mais que peut faire un homme seul? Pujol décide qu'il est de son devoir d'aider les Britanniques de la meilleure façon possible. En janvier 1941, la femme de Pujol se rend à l'ambassade britannique à Madrid pour offrir les services de son époux. La proposition de cet Espagnol inconnu est rejetée sans façon. Mais Pujol n'est pas prêt à accepter un refus. Déterminé à se rendre utile pour les Britanniques,
Juan Pujol se lance dans une mission aussi hardie que dangereuse. Il se rend à l'ambassade allemande à Madrid. Il prétend être un fervent fasciste et propose ses services. Au départ, les Allemands ne sont pas très enthousiastes. Ils ont en fait besoin d'un homme basé en Angleterre. Un objectif impossible sans disposer de documents officiels. Pujol ne baisse pas les bras et décide de tout faire pour devenir l'agent des Allemands en Grande-Bretagne. Se faisant passer pour un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, il demande à des imprimeurs de lui fabriquer un document ressemblant à un passeport diplomatique. Pujol donne rendez-vous au chef des services secrets allemands, Karl Erich Kühlenthal. Il a affirmé des choses incroyables, comme le fait qu'il avait un visa pour l'Angleterre, alors qu'il n'en avait pas. Les risques qu'il a pris à l'époque étaient tels qu'aujourd'hui, on l'aurait envoyé chez un psychiatre. Kühlenthal, dont le nom de code est Carlos, se montre impressionné. Les mensonges du Catalan l'ont convaincu. Pujol a réussi à infiltrer l'Abwehr, les services secrets allemands. Les agents de l'Abwehr apprennent à Pujol les techniques utilisées par leurs espions pour transmettre leurs messages. On lui demande d'écrire une lettre anodine en espagnol. Ensuite, avec de l'encre invisible, il doit insérer le message secret entre les lignes. Quand Carlos recevra une lettre de Pujol, il utilisera un révélateur pour faire apparaître le message secret. En juillet 1941, le nouvel espion allemand au nom de code Alaric quitte Madrid avec son épouse pour le Portugal. Sur place, il doit demander une accréditation pour travailler comme journaliste en Angleterre. L'Abwehr lui a remis de l'encre invisible, un système d'encodage pour ses messages et 3 000 $. Officiellement, le Portugal est neutre, mais à l'époque, Lisbonne est un véritable nid d'espions. Le port de la ville, un des rares qui permettent de fuir l'Europe en guerre vers l'Amérique, accueille des citoyens de tous les pays. Les réfugiés troquent leur héritage contre un billet pour l'Amérique. Les agents secrets monnaient leurs informations. Pujol espère qu'en montrant à l'ambassade britannique le matériel que les Allemands lui ont confié, il réussira enfin à les convaincre sur ses intentions. Mais il ne réussit même pas à obtenir un rendez-vous. Il ne s'attendait pas à ce problème. Ces faux papiers ont trompé les Allemands, mais il a peu de chances de pouvoir les utiliser pour voyager de Lisbonne à Londres. Carlos, son intermédiaire à l'Abwehr, attend une première lettre de son agent Alaric en provenance de Londres. Comment expliquer que la lettre est envoyée depuis Lisbonne? Pujol a un trait de génie. Il invente un assistant imaginaire. Malgré la guerre, la compagnie néerlandaise KLM effectue des liaisons entre Lisbonne et l'Angleterre. Pujol, alias Alaric, prévient donc Carlos qu'il a recruté un steward qui, pour $1 la lettre, postera son courrier à Lisbonne. Il ajoute que cette méthode évite que le courrier soit intercepté par les censeurs britanniques. Pujol attend la réponse avec anxiété. Kühlenthal va-t-il croire à ses mensonges?
Une lettre de l'Abwehr arrive à Madrid. Elle déborde de louanges pour le nouvel agent Alaric. Mais Pujol est confronté à une autre difficulté. Son employeur allemand exige des preuves de son travail à Londres. Il n'avait jamais mis les pieds en Angleterre. Il ne savait rien de la personnalité, du caractère des Britanniques. Il ne savait rien de ce pays. Il devait donc convaincre les Allemands qu'il était bien à Londres sans rien connaître de cette ville. Déterminé à remplir sa mission, Pujol récolte un maximum d'informations sur Londres à la bibliothèque de Lisbonne. Il achète une carte de la Grande-Bretagne, un guide touristique de l'Angleterre, un livre sur la marine britannique et un dictionnaire des termes militaires anglais et français. Il lit les encarts publicitaires dans les magazines pour noter le nom de différentes sociétés anglaises. Pour développer son personnage nazi dans les rapports, il commence à inventer ses premiers informateurs pour ses chefs allemands. Le premier s'appelle Carvalho, un voyageur commercial portugais installé à Newport au pays de Galles. Sa mission consiste à rapporter tout mouvement de troupes et de navires dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne. Il crée aussi de toutes pièces l'agent Gerbers, un Suisse allemand installé à Bootle et chargé de surveiller les docks de Liverpool et le nord-ouest. Un troisième agent est chargé de couvrir l'Écosse et le nord-est. Pujol lui prête les traits d'un Vénézuélien ayant étudié à l'université de Glasgow. Il doit surveiller les activités à Glasgow et sur le fleuve Clyde. Lui-même dit vivre dans le sud-est. Ainsi, à la seule pointe de sa plume, Pujol fournit aux Allemands un réseau d'espions qui couvre toute la Grande-Bretagne. En rédigeant les rapports des agents qu'il a inventés, Pujol commet inévitablement des erreurs. Il écrit par exemple que l'agent numéro 3 lui a signalé que certains Écossais sont prêts à tout pour 1 litre de vin. Dans un autre rapport, il affirme qu'en été, le personnel des ambassades étrangères se réfugie à Brighton pour fuir la chaleur caniculaire qui règne à Londres. Le cauchemar de Pujol, c'est que l'Abwehr découvre son imposture. Si cela arrive, la Gestapo lui réglera rapidement son compte. Il doit obtenir la protection des Britanniques ou bien fuir. Ce que Pujol ignore, c'est que sa vie est plus menacée par les Britanniques que par les Allemands. Le MI6, le service britannique de renseignement extérieur, a découvert le nom de sociétés anglaises dans des messages allemands. Au vu de ces rapports, le MI5, le contre-espionnage britannique, conclut qu'un agent allemand au nom de code Alaric opère en Grande-Bretagne. Mais les messages sont tellement absurdes que le MI5 se rend compte que cet agent ne peut pas être en Grande-Bretagne. Alaric prétend notamment avoir vu des régiments alors qu'ils n'existent pas. De même pour les convois de navires, ou encore une manœuvre navale sur le lac Windermere. Pour mettre fin à l'action de cet agent, il suffit au MI5 de faire savoir aux Allemands que c'est un imposteur. Pujol est sauvé d'une mort certaine par un message envoyé au MI5 signalant qu'un Espagnol installé à Lisbonne avait offert ses services à l'ambassade britannique. Au MI5, ça fait soudain tilt. Cet Espagnol est-il Alaric, l'agent allemand mal renseigné? Les Alliés ont eu beaucoup de chance de découvrir Juan Pujol à cette époque, parce que sa faculté d'imagination s'est révélée très précieuse. Enfin, 1 an après avoir contacté les services secrets britanniques, Pujol est engagé par eux.
À la fin du mois d'avril 1942, Pujol vit dans une maison semi-détachée dans un faubourg de Londres. Son épouse, qui est enceinte, vit à Lisbonne. Tous les jours, il subit un interrogatoire sur les histoires qu'il a inventées. Est-ce lui, le mystérieux agent Alaric? Est-il un espion allemand souhaitant travailler pour les Alliés? Ou bien est-il loyal aux nazis? Pujol, alias Alaric, montre au MI5 38 lettres qu'il a envoyées aux services secrets allemands en 9 mois. Il espère prouver sa loyauté aux Alliés en leur remettant des microphotos contenant des questionnaires et des lettres de l'Abwehr. Une des lettres révèle que Gerbert a vu un convoi de bateaux quitter Liverpool pour Malte. Les histoires correspondent aux messages allemands interceptés par les Britanniques. Le MI5 a la preuve que Pujol est bien l'agent allemand Alaric. Les Britanniques finissent aussi par être convaincus que Pujol défend la cause des Alliés. Au début des années 40, le monde du cinéma est dominé par une actrice remarquable. Le MI5 considère Pujol comme le plus grand acteur au monde. C'est comme ça qu'il hérite du nom de code Garbo. Au début, les Britanniques ont du mal à définir une mission pour leur nouvel agent double. Leur responsable de Garbo doit trouver le meilleur moyen de tirer profit de la prodigieuse inventivité de Pujol. Le MI5 a la bonne idée de désigner Thomas Harris. Tommy Harris était unique au MI5 à l'époque, car il donnait pas mal de liberté à son agent double. Il a tout de suite senti que cet homme lui correspondait, qu'il débordait d'imagination, et il l'a laissé voler à sa guise. La maison dans les faubourgs de Londres est une couverture parfaite pour Pujol. Bientôt, il est rejoint par son épouse et son enfant. Garbo travaille pour les Britanniques dans des bureaux anonymes de la Jermyn Street. La priorité est de maintenir l'envoi de lettres secrètes pour que les Allemands ne détectent aucun changement. Le MI5 lui rend la vie difficile en l'obligeant à utiliser une machine à écrire. C'est la première fois qu'il tape à la machine. Pour le message secret, il n'utilise plus un coton-tige, mais une plume. Pujol continue dans ses messages à afficher avec verve son fanatisme pour le régime nazi, se disant prêt à sacrifier sa vie pour le nouvel ordre mis en place par Hitler. Il écrit notamment « L'Angleterre doit être prise par les armes, il faut l'envahir, la détruire et la dominer. Il faut la saboter, il faut détruire tout son potentiel. Je termine cette lettre le bras tendu avec une pensée pieuse pour tous nos morts. » L'immense talent de Pujol résidait dans sa capacité à incarner ce nazi fanatique et entièrement dévoué. Les lettres que l'officier allemand envoie à Garbo montrent qu'il ne soupçonne pas la supercherie. Comme les États-Unis se sont joints aux Alliés, l'Abwehr craint une contre-attaque massive. Les Allemands s'attendent à un débarquement quelque part en France. Ils demandent à Garbo de leur transmettre toute information sur les projets des Alliés. Ignorant le lieu du débarquement, les Allemands sont obligés de défendre toute la côte de l'Atlantique. Ils commencent à construire des kilomètres de champs de mines, de clôtures de fils barbelés, de murs en béton et de postes fortifiés pour l'artillerie. En 1942, le mur de l'Atlantique est loin d'être imperméable. Les Allemands ne sont pas vraiment rassurés.
Pour renforcer la crédibilité de Garbeau auprès des Allemands concernant le débarquement, Harris invente un emploi pour Pujol. Il travaille comme indépendant pour la BBC et le ministère de l'Information. Le réseau d'espions de Garbeau fonctionne bien et s'agrandit. Pujol ajoute d'autres agents imaginaires, tous payés par les services secrets allemands. Il adjoint à l'agent 3 un sous-officier de l'armée de l'air portant le nom 3-1. Un serveur de Gibraltar, agent 4, habite à Chislehurst, à Londres. En réalité, toutes les informations sont envoyées depuis la Jermyn Street. Harris, Pujol et une assistante rédigent 2 à 3 longues lettres par semaine. Elles contiennent une multitude d'informations probantes et de faits insignifiants que l'ennemi est obligé de trier et d'assimiler. L'étape suivante est cruciale. Elle doit contribuer à établir la fiabilité des informations fournies par Garbeau. En novembre 1942, les Alliés lancent l'opération Torch, une attaque en règle des côtes nord-africaines occupées par les troupes de l'Axe. Il a fallu des mois pour réunir autant de soldats et pour les former. Les services secrets allemands auraient été étonnés de ne recevoir aucune information de la part de Garbeau concernant cette opération de grande ampleur. Harris et Pujol sont confrontés à un dilemme. S'ils révèlent l'opération trop tôt, elle sera menacée. S'ils ne révèlent rien du tout, les Allemands ne feront plus confiance au réseau Garbeau. Ils décident de créer une faille dans leur réseau d'agents inexistants. Garbeau écrit à Madrid que l'agent Gerbert à Liverpool est malade et qu'il ne reçoit plus de rapport du nord-ouest de l'Angleterre. Plus tard, il annonce à ses employeurs allemands que son agent est mort, ce qui explique l'absence de nouvelles. Le MI5 place même une notice nécrologique dans le Liverpool Daily Post que Pujol s'empresse d'envoyer à son officier de liaison allemand. Pour rester crédible alors que l'opération Torch approche, Garbeau envoie des informations très précises. Il raconte que son agent vénézuélien à Glasgow a vu un convoi de navires de guerre quitter le port. Les navires étaient camouflés avec les couleurs utilisées en Méditerranée. Alors que les navires de guerre approchent d'Afrique du Nord, Garbeau envoie par avion un message urgent aux Allemands pour donner le lieu et le jour de l'assaut des Alliés. Portant un timbre tamponné une semaine auparavant, la lettre arrive à Madrid le lendemain du débarquement allié en Afrique du Nord. Les Alliés rencontrent peu de résistance. L'opération Torch est un véritable succès. La tactique utilisée pour assurer la crédibilité du réseau Garbeau auprès des Allemands est un triomphe. Les Allemands applaudissent le travail d'espionnage effectué par Garbeau. Ils imputent le retard de la lettre à la guerre qui trouble la distribution du courrier. Ils sont tellement satisfaits de la précision des informations qu'ils accordent à chaque agent une prime et augmentent leur salaire de 50%. L'Abwehr, les services secrets allemands, est avide d'informations et submerge le petit bureau du MI5 de demandes. Garbeau croule sous le travail d'écriture. Il rédige lui-même des centaines de mots sur les 2000 que contiennent les rapports secrets. Il tape en plus le texte de couverture. Il est épuisé par ce rythme infernal. Pour éliminer le fastidieux travail d'écriture, le MI5 souhaite que le réseau Garbeau transmette ses messages aux Allemands par radio. Les transmissions radio permettent le transfert instantané de données cruciales. Kulenthal accepte avec enthousiasme.
Mais pour Garbeau, la charge de travail ne diminue pas. Il continue d'enrichir son faux réseau d'agents. Gerbert, qui est décédé, est remplacé par 3 nouveaux agents. L'agent J3 est un soi-disant haut responsable du département espagnol du ministère de l'Information qui ignore que Garbeau travaille pour les Allemands. L'agent 5, frère de l'agent 3, le Vénézuélien basé à Glasgow, est basé à Ottawa, au Canada. L'agent 6, que Pujol décrit comme furieusement anti-russe, doit faire des rapports sur l'Afrique du Nord. Tous ces agents étaient le fruit de l'imagination de cet homme remarquable. Ils avaient chacun leurs problèmes personnels, une épouse ou une amie, des soucis financiers. Ils vivaient chacun dans une région différente de l'Angleterre, alors que Garbeau n'y était jamais allé lui-même. Tout ce qu'il a inventé était remarquable. Ce surcroît d'agents exige plus d'employés du MI5 dans la Jermyn Street. Il y a trop d'informations pour qu'elles soient traitées par un seul homme. Garbeau informe l'Abwehr qu'il a engagé la veuve de Gerbert comme secrétaire. Il raconte aux Allemands qu'elle a quitté Bootle pour venir s'installer avec la famille Pujol à Londres. Garbeau donne un nom de code approprié à son nouvel agent imaginaire, la veuve. Pujol s'amusait beaucoup, je pense. Il adorait inventer toutes ces histoires. Il a totalement mystifié les Allemands et je pense même qu'à un certain point, Pujol devait croire qu'ils étaient vrais. Les services secrets allemands sont convaincus qu'ils disposent d'un réseau fiable d'espions en Grande-Bretagne, alors que ce réseau est totalement fantôme. L'Abwehr envoie à Garbeau 17 messages dans des micro-points qui contiennent des photos d'un plan de transmission radio ainsi que d'un système d'encodage pour les messages. Une note lui demande de garder toutes ces informations à l'abri des regards et de tout faire pour qu'elles ne tombent jamais entre les mains de l'ennemi. Le MI5 envoie aussitôt ces informations à Bletchley Park où travaillent les casseurs de code. Les Allemands ignorent à l'époque que les déchiffreurs britanniques savent déjà décoder les messages allemands les plus secrets. Les Britanniques comparent les lettres envoyées par Garbeau en noir avec les messages radio envoyés par les Allemands en rouge. Le dossier se remplit rapidement. Les messages envoyés par Garbeau ont la priorité sur les autres. Dès que Garbeau écrit à Madrid, son message est transmis à Berlin. Tommy Harris se rend compte que le réseau Garbeau est devenu si important pour les Allemands qu'il peut être une arme redoutable en vue du débarquement en France. Les Alliés ont 1 an pour planifier dans les moindres détails le débarquement. Comme les Allemands font entièrement confiance au réseau Garbeau, Pujol se trouve en excellente position pour jouer un rôle déterminant dans la plus grande tromperie militaire jamais mise sur pied. Le débarquement prévu en juin 1944 porte le nom d'opération Overlord. Le général Eisenhower et le maréchal Montgomery sont conscients que cette opération sera déterminante pour l'issue de la guerre. Joseph Goebbels, ministre nazi de la propagande, sait qu'un débarquement est très risqué. Il déclare « Les Alliés vont jouer leur va-tout. S'ils ratent leur coup, ils auront perdu la guerre. » Les Alliés sont loin d'être sûrs de réussir. Le feldmaréchal Rommel commande les troupes basées sur la côte atlantique. C'est un des plus grands généraux allemands. Il fait renforcer le mur de l'Atlantique sur des centaines de kilomètres en faisant creuser des tranchées et installer des obstacles redoutables. Les plages sont des zones de mort truffées de mines et défendues par des fantassins et l'artillerie lourde.
Rommel sait que pour gagner la guerre, une attaque alliée devra être repoussée sur la plage. Les premières 24 heures seront décisives. Rommel et le haut commandement allemand ignorent toutefois quand et où ce débarquement doit avoir lieu. Mais si Garbeau réussit à les tromper sur le lieu et la date du jour J, le débarquement aura plus de chances de réussir. Les agents imaginaires de Garbeau sont envoyés sur la côte sud de l'Angleterre. Le serveur originaire de Gibraltar déménage à Southampton. Un marin gallois à la retraite opère depuis Douvres. Raggs, un poète indien, est basé à Brighton. Un gallois fasciste lié aux frères de l'ordre du monde arien surveille Harwich. Poujol raconte qu'il a une liaison avec une secrétaire du ministère de l'Information. Il ajoute aussi un sous-officier américain pour justifier son accès à des informations détaillées sur les mouvements de troupes. Le réseau Garbeau n'a jamais été aussi vaste ni aussi puissant, et la confiance des Allemands jamais aussi grande. Géographiquement, le Pas-de-Calais s'impose naturellement pour un débarquement depuis l'Angleterre. Tout le long du mur de l'Atlantique, les Allemands restent vigilants. Ils savent que la flotte alliée doit traverser la Manche et ils savent aussi que les navires de guerre seront suivis par les navires de ravitaillement, chaque jour et plusieurs fois par jour. Comme c'est l'endroit le plus proche, les Allemands ont fortifié les villes et les plages de la région. Eisenhower et Montgomery rejettent le Pas-de-Calais et choisissent une autre option, les plages moins bien défendues de Normandie. Les 8 divisions alliées prévues par Montgomery risquent toutefois de devoir affronter les 59 divisions allemandes basées en France. Si les Allemands concentrent leurs troupes en Normandie, le débarquement n'a aucune chance de réussir. Garbeau va devenir l'acteur majeur d'une tactique de diversion afin d'éloigner le plus possible les troupes allemandes de Normandie. Jour J, moins 70. À Douvres, en face de Calais, le marin gallois signale la présence de 20 dragueurs de mines et de 50 navires de guerre. Jour J, moins 56. À Felixstowe, sur la côte est de l'Angleterre, le fasciste gallois signale la présence de péniches de débarquement et de nouvelles cales de lancement. Jour J, moins 45. À Taunton, dans le Devon, le représentant Placier signale la présence d'une troupe importante de soldats appartenant à la première armée américaine. Tout comme le contenu des messages précédents, la première armée américaine n'existe pas. Il s'agit d'une armée fantôme constituée de 11 divisions fictives, de 150 000 hommes fictifs soi-disant basés dans le sud-est de l'Angleterre, en face de Calais. En réalité, les Britanniques et les Américains rassemblent une armée composée de 3 millions d'hommes. La 21e armée britannique s'entraîne dans l'ouest de l'Angleterre pour le débarquement en Normandie. Les agents de Garbeau signalent fidèlement leurs mouvements. Mais ils ajoutent aussi des mouvements de l'armée fantôme américaine. Jour J-22. Garbeau signale que des véhicules de la 3e division canadienne défilent à Brocklehurst. Jour J-16. Garbeau signale la présence de véhicules frappés d'un diamant rouge sur un rond bleu. Jour J-11. Garbeau révèle que la 15e division, dont les véhicules sont frappés d'un lion rouge sur un carré jaune, a envahi Brighton. Les faux rapports sur ces divisions alliées aux emblèmes étranges qui se déplacent, soi-disant dans le sud de l'Angleterre, doivent inciter les Allemands à tirer de mauvaises conclusions.
Le succès dépendait de l'analyse que feraient les spécialistes allemands chargés de décrypter l'objectif de ces mouvements de troupes. Ils étaient formés pour se faire une idée d'ensemble à partir de ces informations parcellaires. Tout correspond aux attentes des Allemands. L'objectif est le Pas-de-Calais. Garbaud achève de convaincre ses employeurs allemands en leur apprenant que la première armée américaine sera commandée par le général Patton en personne. Les Allemands tenaient le général Patton en haute estime. C'était un homme qui pouvait se montrer violent. Pour les Allemands, un général se devait d'être intransigeant. Et donc, en apprenant qu'il allait diriger cette armée, les Allemands étaient certains qu'il commanderait le débarquement au Pas-de-Calais. Pour renforcer la supercherie, 2 semaines avant le 6 juin 1944, les Alliés concentrent leurs bombardements sur le Pas-de-Calais. Jour J-5, 1er juin 1944. Un message radio intercepté par les Britanniques semble indiquer que les Allemands attendent les Alliés au Pas-de-Calais. L'ambassadeur japonais, le général Oshima, quitte Berlin pour rencontrer Hitler à Berchtesgaden en Bavière. Hitler lui confie qu'après une série d'attaques de diversion, les Alliés attaqueront le Pas-de-Calais sur un front étendu. Les messages de Garbaud doivent aussi duper les Allemands sur le jour du débarquement. Le réseau d'agents fantômes signale aux Allemands que des troupes fraîchement arrivées des États-Unis doivent encore être entraînées. Les Allemands ont conclu que les Alliés ne pourront pas attaquer avant la fin de l'été, c'est-à-dire dans 2 mois. Tout mouvement de troupes alliées avant cette date sera une diversion, comme Hitler l'a prédit. En réalité, le débarquement est sur le point d'être lancé. Le jour J, 6 juin 1944. Sur un front de 100 km, des soldats alliés attaquent les positions ennemies sur les plages de Normandie. C'est le plus grand débarquement de l'histoire. Les troupes alliées prennent d'assaut 5 plages normandes situées entre Cherbourg et Le Havre. Au cours des premières 24 heures si cruciales, les Alliés veulent s'emparer de la côte et s'enfoncer 15 km à l'intérieur des terres. Mais cet objectif vital échoue. Les Alliés s'accrochent avec désespoir aux plages qu'ils ont conquises. Seule une diversion peut sauver le jour J d'un désastre. Première victoire des services secrets, le haut commandement allemand ne s'attendait pas du tout au débarquement. Rommel n'est même pas en France. Il est rentré chez lui pour l'anniversaire de son épouse. Les autres généraux mettent du temps avant de réaliser que l'heure est grave. Dès qu'il est de retour sur la côte française, Rommel prend la décision que les Alliés redoutent le plus. Il ordonne à 2 divisions blindées constituées de 40 000 hommes de quitter le Pas-de-Calais pour rejoindre la Normandie.
La tête de pont des Alliés menace d'être écrasée par ces divisions blindées aguerries au combat et qui vont créer le surnombre. Il faut les arrêter coûte que coûte. Le 9 juin 1944, 3 jours après le débarquement, Garbeau envoie le message le plus important de sa carrière d'agent double. L'heure est si grave qu'il faut recourir à une autre tactique que celle qui consiste à inciter les Allemands à tirer leurs propres conclusions. Garbeau va donc raconter aux Allemands un mensonge énorme dans l'espoir qu'ils le gobent. Ont-ils encore confiance en lui après ce débarquement imprévu? Bien que l'opération qui vient d'avoir lieu soit de grande ampleur, il s'agit d'une diversion. Garbeau explique que le débarquement de Normandie est destiné à faire partir les Allemands du Pas-de-Calais. Il ajoute qu'il pense qu'un second débarquement va avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Pujol intime son chef à Madrid d'envoyer ce message en urgence à Berlin. Garbeau conseille à l'ennemi de ne pas envoyer de renfort en Normandie. Est-il allé trop loin? Les Britanniques décodent tous les messages internes des Allemands. L'ennemi se méfie-t-il et va-t-il envoyer toutes ses forces en Normandie? Le rapport de Garbeau est transmis à Adolf Hitler en personne, qui le paraphe. Le Führer suit le conseil donné par Garbeau. Quelques heures après l'envoi du message de Garbeau, la première division blindée allemande est arrêtée en chemin. Et les divisions de la 15e armée allemande qui sont en route pour la Normandie reçoivent l'ordre de retourner dans le Pas-de-Calais. Harris et Pujol deviennent des héros. Mais pour s'assurer que les Allemands continuent de les croire, ils les abreuvent de petits détails qui soutiennent la thèse du débarquement dans le Pas-de-Calais. Dix jours après le débarquement, ils signalent que la 59e division américaine est arrivée à Harwich. 16 jours après le débarquement, l'agent 7 signale des manœuvres américaines à Gravesend. 25 jours après le débarquement, Garbeau annonce l'arrivée de 4 nouvelles divisions américaines pour le débarquement dans le Pas-de-Calais. Le second débarquement annoncé par Garbeau est corroboré par les rapports des pilotes de reconnaissance allemands. Les Allemands réagissent seulement 17 jours après le débarquement par ce message. Il y a des signes reconnaissables de préparatifs pour un atterrissage ou un parachutage de grande ampleur. La concentration de barges de débarquement dans les ports de l'Est de l'Angleterre attire aussi leur attention. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Des avions en papier, des camions pliables, des chars et des avions gonflables et de fausses barges de débarquement sont disposés par milliers autour des ports de l'Est et du Sud de l'Angleterre, où les avions allemands peuvent facilement les photographier. Ici, quels sont les vrais avions et quels sont les faux? Difficile à dire, surtout pour l'ennemi. La tromperie marche tellement bien que le haut commandement allemand immobilise 2 divisions blindées et 300 000 fantassins dans le Pas-de-Calais durant les mois de juin et de juillet, dans l'attente d'un débarquement qui n'aura jamais lieu. L'absence de renforts allemands en Normandie se révélera cruciale pour les Alliés. Les troupes alliées ont bien du mal à franchir la ligne de défense allemande. Les Alliés doivent se battre farouchement pour chaque centimètre jusqu'à la fin du mois de juillet, avant de réussir à prendre la Normandie et à libérer le reste de la France.
La contribution de Garbeau à la réussite du débarquement est immense. Si le 6 juin 1944, les divisions blindées allemandes avaient rejoint la Normandie, les troupes alliées auraient été repoussées dans la mer et la guerre aurait pu s'éterniser 2 ans de plus. La campagne de Dupry a été vitale pour assurer la réussite du débarquement. Poussé au désespoir, Hitler donne des ordres plus absurdes les uns que les autres. L'armée allemande est contrainte de battre en retraite. À la mi-septembre, les forces alliées ont libéré toute la France. Les Allemands n'ont jamais découvert que la première armée américaine était une invention. Le 29 juillet 1944, l'officier de liaison allemand informe Poujol qu'il est récompensé de la Croix de fer pour les services qu'il a rendus à l'Allemagne. Il a été touché de recevoir une décoration de la part des Allemands. C'est pour cette raison que le Mi-5 s'est empressé de lui obtenir une décoration. Poujol a reçu l'ordre de l'Empire britannique. Poujol reçoit donc le titre de MBE en reconnaissance des services rendus à la Grande-Bretagne. Cet honneur accordé par les 2 adversaires au même agent est unique dans l'histoire de l'espionnage. Après la guerre, Poujol tente de retrouver son officier de liaison en Espagne. Karl-Erich Kulenthal sera submergé par l'émotion en revoyant son ami, son meilleur agent. Kulenthal meurt en 1974, sans jamais avoir su la vérité. Poujol a toujours craint des représailles de la part des nazis si son identité était dévoilée. Il quitte la Grande-Bretagne en 1945 dans un hydravion. Les Allemands lui ont remis un cadeau de 35 000 pesetas. Le Mi-5 a ajouté 15 000 livres. Poujol ne donne plus signe de vie. « 15 ans plus tard, en 1959, un message annonce que Poujol est mort de la malaria en Angola. Mais avec Poujol, tout message est à considérer avec méfiance. Je me disais qu'il était peut-être encore en vie, que ce maître de la Dupry nous duperait jusqu'à sa mort. L'auteur et journaliste Nigel West décide de mener une enquête. Après avoir suivi plusieurs fausses pistes, il retrouve Poujol en bonne santé. Il exploite une librairie au Venezuela. Nigel West parvient à convaincre Poujol de retourner à Londres, où le prince Philippe, duc d'Édimbourg, tient à le remercier personnellement pour service rendu à la patrie. Il peut enfin arborer fièrement sa croix. Quatre ans plus tard, en 1988, Poujol meurt à l'âge de 76 ans. Poujol et Harris ont tissé un réseau fantôme qui a trompé les nazis et qui a permis d'écourter la guerre et ainsi de sauver de nombreuses vies. Garbeau était très modeste. Il est sorti d'un cimetière de Normandie avec les larmes aux yeux en disant « C'est vrai que j'ai sauvé des dizaines de milliers de vies, mais je pense que je n'en ai pas fait assez. » Ces mots témoignent de son immense humanité. C'était quelqu'un de remarquable.